Les gars, est-ce que vous voulez connaître les clés pour réussir dans l'entrepreneuriat? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je me trouve chez Life Radio où je vais partager avec vous les clés de succès, ce qui m'a permis, moi, de pouvoir réussir dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat. Tu es salarié et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et tu te demandes comment faire pour réussir. Ou bien tu es déjà entrepreneur, mais c'est compliqué pour toi. À la fin du mois, tu dois courir à gauche, à droite pour pouvoir t'en sortir. Cette émission est pour toi parce que je vais te partager les clés pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Trêve de bavardage, viens avec moi et nous allons commencer cette émission. Ce que je souhaitais, c'était pouvoir collaborer justement avec des jeunes chefs d'entreprise qui ont envie de raconter des anecdotes ou de belles histoires à travers des podcasts. Parce que c'est un contenu que nous, on a envie de développer. On croit que c'est un héritage. Aujourd'hui, c'est vrai que les Africains ne sont pas très au fait de l'utilité des podcasts. Ce n'est pas dans les mœurs, etc. Mais ça va finir par venir. Et quand ça viendra, il faudrait déjà que les gens trouvent des histoires, qu'ils puissent se cultiver sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas via justement des personnes qui ont eu le courage de partager. Donc j'aimerais bien monter ce projet. Oui, on peut le faire en visuel, justement. Parce que c'est ça, les Africains, c'est l'image. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci de rester avec nous sur la fréquence 107.7 qui se singularise avec Life Radio, la radio comme tu l'entends. Jean-Yves Bragbo, ce jeune Ivoirien est avec nous donc dans les studios de Life Radio et tu fais bien donc de rester avec nous pour l'écouter. Je lis certains de ses écrits. Dans notre vie quotidienne, il nous arrive de rencontrer des personnes d'origine différente. La plupart du temps, il n'y a pas de signes distinctifs qui permettent de différencier un milliardaire d'un citoyen lambda. L'adage « l'habit ne fait pas le moine » l'explique mieux. Il est tout simple, il arbore un beau sourire, mais de sincérité à chaque fois qu'il rencontre un jeune ou encore un plus âgé. Et nous sommes en admiration donc devant cette jeunesse pleine d'amour, d'abnégation et de volonté de réussir et de voir l'Afrique réussir. Jean-Yves, bonjour, bienvenue sur Life Radio. Bonjour Eric Landry. Très bien. Et merci de m'avoir invité. Je pense que c'est un plaisir de partager les clés de réussite. Et c'est une émission que j'aime bien, donc très bien. On va discuter. On va entendre beaucoup de choses et discuter. Jean-Yves est à la tête de multiples entreprises. Il a eu un but dans la vie, donc depuis son entrée à l'école, l'université. Est-ce qu'il a senti qu'il a dévié donc de ce but aujourd'hui? Quel est son parcours? Le parcours, il commence comme tout jeune Africain. J'ai envie de dire, je suis né en Côte d'Ivoire. Ivoirien, de père et de mère ivoirienne. Et je suis né dans une famille modeste. Donc ma mère, qui s'occupait de la famille, gagnait que 150 000 francs CFA par mois, je l'ai dit assez souvent, pas pour en être fier, mais parce que c'est important de savoir tout ça. Donc aujourd'hui, moi je suis le 9e d'une famille de 10 enfants. Et c'est ma mère qui s'occupait de nous tous, parce que malheureusement le père n'était pas là. Donc je fais mes études ici en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à la terminale, où j'obtiens un baccalauréat scientifique, bac C comme on a l'habitude de dire. Donc forcément le bac C, je l'obtiens en 2003. Et 2003, on se rappelle un peu les quelques petits soucis qu'on a en Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire qui est partitionnée en deux depuis 2002. Donc je n'avais pas pour envie ni pour rêve de quitter la Côte d'Ivoire à la base pour aller étudier à l'étranger. Mais quand il y a des soucis politiques, on sait un peu comment ça se passe. Voilà, l'école est arrêtée pendant un certain temps. Donc c'était malgré moi que j'ai décidé de partir. Donc quand j'obtiens mon bac, je me lève tout seul, je pars au plateau, au ministère des Affaires étrangères, aux différentes ambassades et tout, pour essayer de trouver une bourse. Parce que bien sûr, je sais que ma mère ne peut pas me payer les études au Maroc. Donc je cherche la bourse à l'ambassade de la Tunisie, de l'Algérie. Je ne rêvais pas d'aller en France, donc je n'ai pas vraiment fait tout ça. France, Canada et tout, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Pourquoi donc? Parce que je ne rêvais pas d'Occident. Je n'ai vraiment
jamais vraiment rêvé d'Occident. D'accord. Donc je ne me disais pas qu'il fallait partir forcément pour réussir. Certains diront c'est plus simple de le dire maintenant que j'y ai été, mais c'était vraiment ma mentalité. Du coup, c'est très important de le mentionner parce que du coup, quand je pars en Occident, je sais qu'il faut que je revienne. Donc je ne pars pas pour y rester. Donc moi, je cherchais des écoles en Afrique. Et c'est surtout en Afrique du Nord parce qu'ils sont réputés aussi pour avoir une bonne éducation. Donc forcément, le Maroc, ça marche. Donc j'obtiens la bourse pour aller au Maroc, tant mieux. Donc je l'obtiens, je viens voir ma mère, je lui dis, bah écoute, moi j'ai fait tout ce que je devais faire, un enfant de 17 ans qui a le bac. Pendant que ses amis s'amusent, célèbrent, moi c'était surtout trouver une autre voie. Donc je lui dis, ce qu'il faut maintenant, il faut juste qu'elle achète le billet pour partir. Et bien sûr, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent pour le faire. Donc heureusement, c'est une tante qui m'achète le billet pour que je puisse partir au Maroc. Très bien. Donc je pars au Maroc uniquement pour les études. Le but, c'est de faire 5 ans pour revenir en Côte d'Ivoire. Dans quelle branche? Voilà, donc je pars au Maroc d'abord, j'étudie le DUG en mathématiques. Je suis un gros matheux, j'aime beaucoup les sciences et tout ça. Et les chiffres. Et les chiffres surtout. Et ça va m'aider après, on va le voir. Donc moi je pars au Maroc, j'étudie un DUG, un diplôme d'études générales en mathématiques. Après, je fais une maîtrise en statistique et informatique. Et je fais un master 2 en mathématiques financières. Mais quand je termine les 5 ans, il y a quelque chose qui manque. Je me dis, j'ai pas encore atteint vraiment ce que je voulais. Mais je reviens quand même en Côte d'Ivoire parce que je ne vois pas ma mère pendant ces 5 années. Et malheureusement, quand je reviens, c'est la même année où ma mère décède. Oh. Oui, c'est un gros pilier qui part. Ça crée un grand trou. Donc quand je reviens, l'objectif du coup, c'est de trouver un emploi ici. Parce que moi, je n'étais pas du tout destiné à être entrepreneur, encore moins investisseur. D'accord. Moi, j'étais très scolaire. Le système le voulait. Accumuler le diplôme? C'est ça. On le voit bien. Il a un DUG, il a une maîtrise, il a un master 2, mais il dit c'est pas suffisant, il faut que j'aille jusqu'au doctorat. Donc pour moi, c'était ça. Il faut bien partir à l'école, travailler, prendre premier de la classe si c'est possible. Et puis après, avoir un bon boulot, soit à la fonction publique, soit dans une entreprise, avoir une villa, vivre tranquillement, quoi. Donc j'étais tout prédestiné à ça. D'accord. C'était ça. Du coup, je reviens en 2008, ma mère décède, je ne vois pas de perspective ici, donc je décide de partir en France. Et je pars en France forcément avec l'aide de certaines personnes, parce que forcément, c'est pas évident financièrement. Et je pars en France pour faire un diplôme d'ingénieur. Et le diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle. Parce que voilà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Bon, je faisais des statistiques et de l'informatique, c'était déjà les parents de l'intelligence artificielle. Donc je me lance dedans et je me dis, bah, il y a quelque chose qui va donner là. Je ne faisais pas les études pour faire des études, heureusement. Je faisais des études pour gagner de l'argent. C'était important. Donc en terminale, j'étais bon en sciences, en physique et en mathématiques. J'étais un peu bon aussi en philosophie et tout ça. Mais du coup, je demandais qu'est-ce qui va me permettre de gagner de l'argent. Parce que tu peux être bon en thermodynamique, en physique, tout ça, mais c'est un peu compliqué quand même. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc c'est ce qui me pousse à aimer plus les maths, même si j'étais plus fort en physique qu'en maths. Mais voilà, j'ai fait tout pour aimer les maths parce que je me dis que c'est ça qui va donner de l'argent. Donc à la suite, je fais tout pour trouver une branche quand même qui est très prisée. Donc j'obtiens mon diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle d'une grande école française, voilà, l'ENSAE, qui traite ou qui forme tous les ingénieurs en statistique en France. D'accord. Donc c'est un bon diplôme. Du coup, quand je sors, bah, toutes les entreprises me courtisent. Mais pas celle d'ici? Pas celle d'ici encore. Elles n'entendent même pas parler de moi encore. Donc moi, je me disais qu'il fallait que je revienne. Parce que comment je pars quand même, il faut le dire, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est M. Feu Gossio qui me permet d'avoir une bourse du port autonome pour partir. Donc ma mère travaillait dans l'école où était son fils. Et son fils était attaché à ma mère parce qu'elle était gentille, elle prenait très bien soin de lui. Donc suite au décès de ma mère, il dit bon voilà, il va prendre en charge mes études en France. Et quand je reviens, je vais revenir travailler au port autonome d'Abidjan. Donc moi je pars, j'obtiens le diplôme en 2010, en octobre 2010, et il faut faire les préparatifs pour venir. Parce que moi j'étais vraiment parti en France, juste obtenir le diplôme et rentrer. Voilà. Ensuite, quand il y a un poste qui nous attend ici, ça peut être bien. Donc j'ai dit bon, je reste en France finalement, et je vais essayer d'avoir une expérience. Je vais travailler pour une entreprise. Heureusement, j'ai un très bon diplôme, donc les entreprises me courtisent. Et je commence à travailler chez le 3e plus grand opérateur de la France, Bouygues Télécom, voilà, en tant que data scientist. Data scientist, c'est tout simplement quelqu'un qui essaie d'imiter l'intelligence. Donc, qui fait l'intelligence artificielle, mais qui essaie d'imiter l'intelligence humaine. Mais de toute façon, quand on est à ce niveau, c'est ça. Et qu'on devait travailler au port d'Abidjan, mais bon, on obtient une autre expérience, forcément donc en Europe. C'est ça. Est-ce qu'on pense qu'on n'est pas surcompétitif
pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire, on est à un certain niveau. Où est-ce qu'on se voit? Dans quelle autre entreprise pourrait-on travailler ici, mais aisément? C'est ça. Le problème, c'est que quand on a ce genre de diplôme et quand on est à l'étranger, on se dit qu'on vient ici et du coup, on écrase un peu la compétition. Voilà. C'est ça. Maintenant, il faut trouver des entreprises qui peuvent embaucher dans un secteur qui n'est pas encore vraiment très connu dans les entreprises ici. Du coup, c'était le premier problème auquel je m'étais heurté finalement. Parce que bon, je ne travaille pas au port autonome d'Abidjan, je peux chercher d'autres emplois dans d'autres entreprises et c'était difficile d'en trouver. Et dans le domaine dans lequel je travaillais, ce sont surtout des entreprises de télécom et de banques qui l'utilisaient et qui continuent de l'utiliser. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de télécom ici, c'était Orange ou MTN à l'époque ou tous ces trucs-là. Et donc ces entreprises ne recrutaient pas forcément des data scientists. Et c'était une des raisons pour lesquelles je me suis dit, je restais là-bas et je ne revenais pas ici parce que j'allais venir certainement faire un petit boulot qui n'avait rien à voir avec mon diplôme et peut-être que j'allais gaspiller mon diplôme. Et comme le diplôme, pour moi, c'était sacré à l'époque. Il faut le valoriser par l'emploi qu'on a, en fait. C'est ça. Mais à quel moment intervient le déclic, quand même, qui vous permet de dire, écoutez, je ne peux plus travailler pour personne du tout, parce que je me vois avec mes diplômes assez forts. Est-ce que je dois commencer à créer mes entreprises? Le déclic, il intervient à partir de quel moment? Le déclic arrive vraiment tard pour moi. Tard, ok. Oui, il arrive tard. Parce que moi, j'étais convaincu que je pouvais être salarié et investir à côté. D'accord. Je ne me vois pas d'abord entrepreneur. Je me vois investisseur. D'accord. Un investisseur, c'est tout simplement quelqu'un qui fait fructifier son argent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un produit, qui a une vision, qui a une conception et qui veut aller au bout. Donc, qui va marketer le produit, qui va chercher à le vendre, qui va faire tout ça. Je ne me voyais pas entrepreneur à l'époque. Je me disais, je n'avais pas fait toutes ces études pour ne pas travailler dedans. Donc, moi, je me voyais, le plan initial, c'était de me dire, je suis salarié, je gagnais un bon salaire, je commence quand même à gagner 2500, 2800 euros net en France par mois. Pas de femme, pas d'enfant, rien du tout. Donc je me disais, j'utilisais cet argent-là pour investir. Et donc je travaillais à côté et j'investissais à côté. Donc dans le meilleur des mondes, ça devrait marcher. Surtout que je me disais que je réinvestissais en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire. Donc je ne regardais pas les options en France parce que la finalité, je savais que je n'allais pas rester en France. Il fallait que je revienne en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Donc quand je commence à investir, c'est vraiment en Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement. Du coup, c'est comme ça que commence l'aventure, j'ai envie de dire d'investisseur. Où je commence à investir à partir de 2010. Donc j'obtiens mon diplôme en 2010. Dès que j'obtiens mon premier salaire, tout de suite, c'est commencé à investir. Quand vous décidez d'investir, quelle est la première cible? La première cible, je décide d'investir pour aider la famille. D'accord. Erreur grave. Parce que j'investissais pour aider. D'accord. Je n'investissais pas pour gagner de l'argent. Et c'est différent, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de personnes de la diaspora, quand elles veulent investir en Afrique, c'est surtout pour aider la famille. L'argent qu'on est prêt à dépenser pour aider, on est prêt à le perdre. Et quand on le perd, on n'a pas de souci à le perdre parce que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Donc quand je commence, c'est pour aider des frères parce qu'on est 10. Donc j'aide mon premier frère à lancer une cave. Donc il vient avec l'idée, moi je me vois en tant qu'investisseur. Donc je donne de l'argent et du coup c'est à lui de tout faire. En espérant un retour sur investissement. C'est ça. Moi, la chose que je demandais, je dis bon, je mets l'argent. Moi tout ce que je te demande, c'est que tu puisses me retourner le capital. Et après tu t'envoles quoi. Donc c'était même pas des business pour moi gagner de l'argent, mais c'était ma façon de redonner à la famille ou à l'Afrique ce que j'avais reçu au final. Donc on aide les frères et sœurs. Et forcément, les frères et sœurs ne sont pas forcément entrepreneurs. C'est ça, donc ça ne se passe pas bien. Du coup, le premier business, total échec. Je ne vois jamais le capital, ça ne sort pas. Deuxième business en 2011, pareil, il y a un autre frère qui veut faire de la maroquinerie. Voilà, merci. Et donc lui aussi, ça ne se passe pas. Ça passe. Et donc je dis, bon, je vais peut-être changer un peu. Donc j'essaie d'arrêter d'investir avec la famille. Là maintenant, je décide de mettre en place une entreprise. Et je ne le fais pas en Côte d'Ivoire, je vais le faire jusqu'au Gabon. Donc je lance ma première entreprise de VTC, de taxi au Gabon. Donc en France, quand on a un bon boulot, ingénieur, on vous fait croire que oui, vous pouvez tout, vous pouvez prendre des prêts bancaires. Et là, je m'enlise dans les prêts bancaires, c'est une autre partie de mon histoire. Donc je prends un prêt bancaire de 30 000 euros. Donc 20 millions de francs CFA. Je n'ai aucune connaissance en business, je n'ai aucune connaissance en taxi. Et je décide d'aller investir au Gabon. Tout simplement parce que j'ai un très bon pote qui est gabonais et qui a quelques petites connexions au Gabon. Donc on s'est dit, allez, on y va. Et bien sûr, on s'en va et c'est un fiasco total. Oui, c'est ça. Du coup, quand on voit des entrepreneurs réussir aujourd'hui, il faut se dire qu'ils ont eu beaucoup d'échecs avant. Oui, absolument. Voilà. Comment fait-on pour se relever de ces échecs quand on a perdu 20 millions d'investissements dans un pays étranger?
Comment est-ce qu'on fait pour se relever et puis repartir de plus belle? Ça fait partie de vos secrets de réussite, très certainement, parce que nous allons aborder à présent la rubrique secret de réussite et nous allons savoir comment vous faites, vous, quand vous chutez pour vous relever et repartir de plus belle pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Merci de rester avec nous sur Live Radio, la radio comme tu l'entends. Rappelle-toi, hein, nous sommes avec Jean-Yves Bragbo, un exemplaire jeune africain qui aide les Africains à réussir, à investir et à aimer encore mieux leur Afrique au lieu de, aller ailleurs pour aider d'autres pays, surtout européens, et y rester. Il faut aider l'Afrique. L'Afrique a des potentialités, a du potentiel, a des richesses qu'il faut pouvoir transformer pour le bien-être, hein, donc encore de l'Afrique. Alors, Jean-Yves, nous en étions donc à cet échec au Gabon. C'est ça. J'ai failli poser la question de savoir, mais bon, le pote, quels sont les arguments qu'il trouve pour qu'on aille au Gabon au lieu de venir investir dans le VTC en Côte d'Ivoire? On sait que quand on investit en Afrique, forcément, les connexions, ça joue beaucoup. En cas de problème, en cas de soucis et tout. Donc, l'idée, en fait, c'est... Je suis un grand panafricaniste. Moi, je crois à l'unité de l'Afrique pour avancer. Très bien. Donc, on s'est dit, on commence au Gabon. Ensuite, on vient en Côte d'Ivoire et on part au Rwanda. Parce qu'on était un groupe de 3 potes qui aimaient énormément l'Afrique en France, tout en étant en France. Donc, on se disait, on a commencé juste par le Gabon parce que visiblement, ça s'y prêtait bien. Il y avait des gens qui allaient gérer les business là-bas. Puisque moi, en Côte d'Ivoire, j'ai essuyé 2 échecs. Donc, je me disais, je n'avais pas de personne pour gérer les business là-bas. Et c'est comme ça qu'on se lance, encore dans la fougue, et puis on va, quoi. Donc, on a acheté les véhicules en Belgique, et puis on les a juste envoyés au Gabon, et ça n'a pas marché. D'accord. Comment on se relève de ça? En fait, c'est tout simplement le mindset. Moi, je me dis, je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. C'est vrai que c'est de l'argent qui est perdu, mais j'ai appris énormément de ce business. Et il faut voir l'échec comme un apprentissage. C'est-à-dire, on échoue jusqu'à ce qu'on réussisse. Et je suis content d'avoir échoué avec 30 000 euros. Parce qu'aujourd'hui, clairement, le business de VTC que j'ai fait 1 million d'euros d'investissement. Et si j'échoue avec 1 million d'euros, ça allait être beaucoup plus grave que les 30 000 euros avec lesquels j'ai échoué. Donc, je vois l'échec comme un apprentissage, comme un moyen d'apprendre quelque chose et de grandir. Et j'en ai essuyé d'autres échecs après, hein, mais finalement, ces échecs font de moi l'homme que je suis et font aujourd'hui les réussites que je peux avoir. Donc, le rapport à l'échec doit être surtout de l'apprentissage. Et ça, c'est le conseil que je donne aux gens. Et ne pas se languir, se morfondre. Se lamenter. Et surtout, se résigner donc à repartir. C'est ça. Il faut pas s'asseoir pour dire j'ai échoué. Donc je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. C'est trop difficile à faire. Il faut se dire qu'est-ce que je n'ai pas bien fait et comment je peux mieux faire. Très bien. Et moi, j'ai un niveau de prise de risque quand même qui est différent de plusieurs personnes. Donc, j'arrête pas de prendre des risques. D'accord. Ça, c'est un autre secret aussi pour réussir. D'accord. Alors, la suite, quand vous sortez de là, non, je sors nous, on aimerait savoir, à présent, quand est-ce que ça commence à marcher? Oui, à marcher. Voilà, on va dire d'autres choses, hein, mais ça commence à marcher en 2016 parce que je suis à Paris entre-temps. Et je commence à être fatigué de Paris et tout ça. Donc 2016, je décide de quitter Paris. Entre-temps, je rentre dans d'autres problèmes, de trucs. Je rentre dans des prêts bancaires. Je commence à avoir une vie assez lavish, comme on peut le dire en français, une vie exubérante. Parce que je suis à Paris, je peux prendre des prêts. Donc je prenais des prêts pour tout, pour voyager, pour tout ça. Donc en fin 2016, je me retrouve avec 60 000 euros de dettes en France. Et mon épouse, elle a une opportunité à Dubaï et on part à Dubaï. Donc auparavant, je mettais tous mes échecs sur les autres. Si ça n'avait pas marché, c'est parce que ma famille ne faisait en sorte que ça ne marchait pas. Puisque j'avais envoyé de l'argent entre-temps pour construire une maison que je n'ai jamais vue également. Voilà, donc il y a eu plein d'écueils. Donc je me disais c'était les autres. Et je me disais aussi que c'était peut-être les amis. Parce que forcément, moi, je voyais que je donnais mon argent. Et c'était aux autres de le faire fructifier au final. Donc cette mentalité-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne. Parce que du coup, j'arrive à Dubaï, on a quelques petits soucis avec mon épouse financier. On arrive à Dubaï, forcément, je pars avec 60 000 euros de dette. À Dubaï, les loyers se payent à l'année. Donc il faut payer 30 000 euros à l'année. Je n'ai pas d'épargne, j'ai rien du tout. Donc c'est compliqué avec mon épouse, ça commence à être compliqué. Donc là, je me rends compte d'une chose, que si je choue, ce n'est pas de la faute des autres, c'est juste moi qui n'ai pas bien fait les choses. D'accord. Et je me suis rendu compte que j'échouais tout simplement parce que j'avais une très mauvaise gestion de mes finances personnelles. Et ça, c'est très important. Si tu gères mal tes propres finances personnelles, tu vas forcément mal gérer les finances d'une entreprise. C'est de là que part le déclic. Je me dis, il faut que je commence à gérer mes finances personnelles. Avant, pour moi, l'épargne, ça n'existe pas. Et surtout arrêter de s'endetter. C'est ça, c'est surtout ça. Ou bien de bien s'endetter. C'était ça, voilà. Du coup, je commence à mieux gérer mes finances. Et tout part de là. Et j'ai 30 ans en 2016. D'accord. Il faut que je
fasse gagner le temps, il faut que je rattrape le temps. Heureusement, et c'est là où la filière que j'ai faite m'a beaucoup aidé, quand j'arrive à Dubaï, j'arrive quand même à avoir un salaire de 10 000 euros par mois. D'accord. Voilà, 10 000 euros par mois, 6 500 000. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Tu vois, parce que c'est une opportunité que je n'aurai pas tout le temps. Et donc je commence maintenant à d'abord me former à l'indépendance financière, à l'intelligence financière. Parce qu'on se rend compte que j'étais premier de la classe, je travaillais bien, j'avais tous les diplômes, mais j'avais 0 diplôme dans les finances. Alors que c'est ce qui est le plus important. Donc là, je me dis, il faut que j'apprenne. Et du coup, je pars sur YouTube, sur Internet, je vois comment gérer son argent, comment épargner. Je commence à lire des livres. Et le livre qui m'a marqué le plus, c'est L'homme le plus riche de Babylone, qui donne des conseils simples d'épargne. Et tout commence par là. Quand on veut investir ou entreprendre, il faut déjà pouvoir mettre de l'argent de côté pour commencer avec son argent. C'est-à-dire, on ne va pas avoir des gens pour dire, donne ton argent et j'investis pour toi ou j'entreprends. Donc, j'apprends ces notions basiques d'épargne, de mettre de l'argent de côté. Et c'est là maintenant que, du coup, je recommence à investir. Et quand je réinvestis, je dis, bon, je ne vais pas aller en Afrique tout de suite. Parce que l'Afrique, c'est bien. Alors, il y a de très belles opportunités. C'est une terre où on peut faire x100 quand on investit. Mais le risque est totalement lié au niveau de revenus qu'on peut avoir. Donc, je vais d'abord investir pour sécuriser mon argent quelque part. Et de cet argent-là, je vais le prendre maintenant pour investir dans d'autres secteurs en Afrique. Donc, quand je reprends, j'investis d'abord en France. Parce que comme je vivais là-bas, j'ai quand même quelques connexions qui restent. Donc, j'achète des immeubles. D'accord. Du coup, c'est là que je parle de bonne dette, parce que je vois maintenant la dette autrement. La dette, normalement, doit servir à s'enrichir et pas à s'appauvrir. Donc, il faut apprendre à acheter des actifs avec une dette. Les actifs, c'est juste des éléments qui donnent de l'argent, contrairement aux passifs qui ne font que bouffer de l'argent sans rien apporter. Donc là, je reprends maintenant les investissements. Heureusement que je travaille bien à Dubaï. En plus de mon salaire, je fais des heures sup en tant que freelancer. En plus de ça, je vends des voitures, parce que Dubaï, voilà, vendre de voitures, donc je vends des voitures à travers tout ça. Donc ça me procure beaucoup d'argent. Et je prends et j'achète 3 immeubles de rapport en France. Voilà, 1, 2, 3, d'une quinzaine d'appartements. Et c'est cet argent maintenant que je prends pour investir en Afrique. Voilà. On arrivera à la quête de la réussite fait de ce jeune homme quelqu'un qui a aimé étudier. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je n'y serais jamais arrivé sans les études? Parce que parmi tous ceux qui vous écoutent, tout le monde n'est pas allé à l'école, mais tout le monde aspire à réussir. Aujourd'hui, ce que je fais, forcément, les études ont joué. Voilà, les études ont formé mon mindset. Et c'est pour ça que les mathématiques m'ont aidé. J'aime les problèmes. Voilà, j'aime l'adversité. Quand c'est trop calme, ça me fatigue. Et je pense que c'est le fait qu'on gère les problèmes en maths. Moi, par exemple, à l'école, le livre Siam de mathématiques, j'allais toujours à la dernière page pour régler les problèmes et tout, et j'aimais ça. Donc, c'est ça. Donc, j'étais le premier de la classe, lunettes, toujours devant et tout. Donc, celui avec qui personne ne traitait, voilà, le petit sage et tout. Donc, forcément, ça a aidé dans un sens. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour réussir. Parce que je me rends compte que j'ai bien fait les études, j'ai fait tout ça, mais comme c'était 0 au niveau des finances, on peut réussir et puis perdre tout du jour au lendemain. Donc, il faut plutôt se focaliser sur comment gérer l'argent et comment acquérir une éducation financière. C'est très bien. D'accord. Alors, vous décidez enfin, après avoir épargné mais beaucoup d'argent, de regarder vers l'Afrique. C'est ça. Maintenant, je dis, bon, je regarde vers l'Afrique. Et maintenant, quand je reviens vers l'Afrique, je repense différemment. Je n'investis plus pour aider la famille. J'investis maintenant pour gagner de l'argent. Là, je commence à investir comme un investisseur, quelqu'un qui veut faire fructifier son argent. Et je me dis, je veux investir dans des domaines que je connais. Le plus souvent, les gens, quand ils veulent investir, ils investissent juste parce que telle personne a dit « Ah, c'est bien investi dedans, j'ai réussi, ils le font. » Donc moi, je connais quoi? Les transports d'abord et l'immobilier. Donc quand je viens ici, d'abord, c'est l'immobilier. Je mets en place un système pour avoir de l'immobilier que je peux gérer à distance. Donc, je prends un premier appartement, ici, à Cocody Danga, que je paye avec l'argent que j'obtiens des immeubles de rapport en France. Donc, j'achète un premier appartement que je mets en location meublée. Ça, c'est en 2018. Donc, la location meublée, je mets sur un site, je ne sais pas si je peux voir, sur un site Airbnb. Et du coup, je gère tout depuis Dubaï. Donc, je gère l'argent, je gère les paiements et tout. Et il y a juste une ménagère qui va faire le ménage et qui accueille les clients. Parce que quand vous lancez un business, le plus important, c'est comment vous gérez le cash. D'accord. Comment vous le maîtrisez et le sécurisez. Très bien. Et quelqu'un a dit un jour, il ne faut pas négliger les petits commencements. Ah, ça, c'est sûr. C'est comme ça que vous avez commencé par voilà, c'est ça. Donc, juste voilà, ça. Juste ça, un appartement de 2 pièces. Et du coup, ça marche bien. Je continue toujours de travailler de façon totalement acharnée à Dubaï. Et j'arrive à en acheter un deuxième. Donc, les deux étant achetés, maintenant, je commence à me poser la question du retour au pays. Parce qu'entre-temps, j'ai investi aussi dans l'élevage. À distance, c'est compliqué de gérer. J'ai réinvesti dans les transports.
Donc je lance deux taxis, ça marche plutôt bien. Je me dis je vais aller tout doucement. Vous êtes chanceux avec les taxis. Ah oui, ça marche. C'est ça. Entre le chauffeur qui doit gérer et tout le reste. C'est ça, il y a tout un système à mettre en place. C'est clair. Et malheureusement, chez nous, ce sont ces systèmes qui manquent. Il faut qu'on arrive à créer des entreprises avec des systèmes. D'accord. Et les systèmes, moi aujourd'hui, je réfléchis plus sur le système. Le système, il est indépendant des personnes. Il reste. Toutes les grandes entreprises comme Amazon, comme Microsoft et tout ça, ce sont des entreprises qui mettent des systèmes en place. Même si le DG ou même si le fondateur ne vit plus, l'entreprise doit continuer à exister. Absolument. Malheureusement, chez nous ici, quand le fondateur meurt, tout meurt avec lui. C'est le cataclysme. C'est parce qu'il n'y a pas de système. Donc c'est ce que j'apprends et du coup, je lance les taxis, ça marche bien. Et je dis, bon, je vais agrandir. Mais avant d'agrandir tous les business que je fais, je me dis, il faut que je revienne d'abord. D'accord. Il faut que je revienne. Donc en fin 2018, début 2019, je commence déjà à retourner au pays. Mais par contre, je suis à Dubaï. Il y a des opportunités aussi à Dubaï. Je me dis, je ne vais pas laisser ces opportunités-là et partir. Donc je lance une start-up avec avec un entrepreneur. Quand je dis je lance, j'investis dans son entreprise. Donc il vient avec l'idée, dans la livraison et tout. Donc je mets de l'argent. Aujourd'hui, j'ai mis jusqu'à 250 000 € quand même. Et du coup, l'entreprise grandit. Aujourd'hui, elle est évaluée à 17 millions de dollars, cette entreprise. Donc 250 000 €, parce que je suis le seul financier quand même qui met de l'argent dedans. Donc j'apprends aussi de ce business-là. J'apprends, on fait quelques petites erreurs et puis on se relève. Et je me dis, c'est peut-être le moment maintenant de rentrer en Afrique pour faire grandir ce que j'ai à faire ici. D'accord. Et s'ouvrir aux autres. C'est clair. Parce que ce que nous lisons et que nous apprécions beaucoup plus, vous donnez l'opportunité donc aux Africains, aux jeunes Africains d'investir. C'est ça. Mais comment faites-vous la sélection? Il faut qu'on y arrive. Comment faites-vous la sélection? Parce que vous avez, par expérience, commencé par la famille. Ça ne s'est pas trop bien passé dans des domaines que vous-même vous ne maîtrisiez pas, mais vous étiez loin aussi. Alors comment vous faites? J'ai une force, c'est qu'ils investissent ensemble. Un grand réseau. Voilà, un grand réseau. Très solidaire. Très solidaire, très solide. Et il y a des codes, il y a des règles qui n'enfreignent pas. C'est-à-dire, quand ils font leur tontine, si tu prends l'argent, tu es censé rembourser. Quand tu ne rembourses pas, tu peux être facilement banni de la communauté et tout. Pendant que chez nous, parfois, il y a des arnaques, il y a des trucs, il y a une certaine légèreté avec l'argent. Il faut pouvoir éduquer dans ce sens. Éduquer dans ce sens-là. Et c'est un peu ce que je fais sur ma chaîne YouTube et tous mes réseaux sociaux d'investisseurs africains, pour dire aux gens, écoutez, il faut qu'on arrive à se mettre ensemble et qu'on arrive à créer un réseau de confiance. On ne veut pas détruire les réseaux qui existent déjà. La meilleure réponse à un réseau, c'est d'en créer un autre. Donc on crée notre réseau, on se met ensemble et on investit ensemble. Donc moi je suis là, je mets mon argent, j'investis et je crée du coup un club, le club Business Elite, où il y a d'autres personnes de la diaspora ou des personnes qui vivent localement qui peuvent venir investir avec moi dans le même business dans lequel j'investis. On a l'avantage de faire ce qu'on appelle une économie d'échelle quand on investit ensemble. Donc là, moi seul, je comptais acheter 20 véhicules pour faire les taxis. J'achète mes 20 véhicules, mais le fait qu'on soit ensemble, on achète 80 véhicules. Aujourd'hui, on a 80 véhicules. Là, juste là, je vais récupérer 20 autres véhicules quand on part d'ici. L'objectif, c'est d'en avoir 200. Donc, on investit en même temps dans l'hôtel. On est en train de construire un hôtel en ce moment. Donc, le terrain de l'hôtel, je l'achète quand je suis à Dubaï. Et puis, quand je viens, je me dis, bon, allez, on se met ensemble pour pouvoir le faire plutôt que d'aller voir la banque. On investit dans d'autres secteurs comme les Dabali Express. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. On connaît. Voilà, je me mets ensemble avec Olivia et Daniel. Et on lance de Dabali aussi dans la restauration. Et puis aussi les parcs. Donc, pour adhérer au club, puisque c'est ça la question, c'est simple, il faut juste avoir la même vision. Se dire qu'il est possible à des Africains de se mettre ensemble pour avancer ensemble. D'accord. C'est ça. Donc il y a une forte sélection qui se fait plutôt, parce que ce ne sont pas des souscripteurs que je recherche, mais des associés sur le long terme. Très bien. Donc c'est très important d'avoir la même vision. Du coup, ceux qui veulent, ils vont sur le site www.investisseurafricain.com, ils regardent la partie Club Business et tout y est expliqué. Très bien. On va pousser encore plus loin dans la prochaine et dernière rubrique, conseil d'experts. De toute façon, depuis cette émission, c'est des conseils qu'on donne, c'est des clés de réussite qu'on apporte. Donc, nous allons y aller tout de suite pour conseil d'expert dans votre domaine d'activité. C'est l'investissement. On a retenu finalement, c'est l'investissement. Conseil d'expert dans un instant seulement sur Live Radio. Merci de rester avec nous sur la fréquence. Clé de réussite. En Afrique, tout le monde veut investir, tout le monde veut créer son entreprise pour être financièrement autonome. On n'a pas les moyens forcément au début quand on démarre, on n'a pas forcément la clé
Jean-Yves nous apporte la clé donc, sur ses réseaux, qui va identifier encore. C'est ça, l'investisseur africain. L'investisseur africain sur les réseaux sociaux, il faut y aller. Écoutez donc ses vidéos YouTube, ses vidéos sur ces réseaux-là, et vous allez en apprendre beaucoup. Surtout comment s'approcher donc de lui pour se mettre en réseau. On avait déjà entendu, donc réseau de Mauritaniens, réseau de Libanais, de Marocains. Malheureusement, c'est les devises qui retournent dans leur pays. Exactement. Et c'est là où se trouve tout le problème, voilà. faut le dire. Donc du coup, on se plaint que nos pays sont riches, parce qu'on va dire que l'Afrique est riche en matières premières. On prend la Côte d'Ivoire, c'est le cacao, c'est l'anacarde, c'est plein de trucs. Mais on reste pauvre, parce que tout simplement, ceux qui viennent et qui exploitent ces matières premières renvoient les capitaux chez eux, depuis les colons français ou britanniques, jusqu'à aujourd'hui, les autres qui viennent le faire. Donc c'est important du coup de se mettre en réseau nous aussi, pour que les fonds, pour que les capitaux restent là. Donc certains me disent, mais oui, tous ces milliards qu'on gagne, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour faire des projets ici. C'est pour créer des centres de formation pour les jeunes. Moi, quand je sors dans ma voiture, que je vois des jeunes au feu qui demandent de l'argent, alors qu'ils devraient être en train de soit faire un boulot, ou bien soit aller à l'école, j'ai mal au cœur. Maintenant, on ne va pas dire que oui, les autres viennent nous piller et tout, et encore aller les voir pour qu'ils viennent nous aider. Donc il est important de sortir de cette mentalité d'aide et de mettre des business en place pour pouvoir gérer nous-mêmes les projets d'envergure qu'on veut faire. Création d'orphelinats, création d'écoles et plein d'autres choses. Et ce qui est très important, et que je veux beaucoup dire à tous les jeunes, c'est d'arrêter de compter sur le gouvernement. La grosse tare que nous avons dans notre communauté, dans nos sociétés, c'est qu'on s'est dit on va à l'école et après c'est au gouvernement de nous trouver un boulot parce qu'on veut aller dans la fonction publique et tout ça. Personne ne viendra nous aider, même pas la famille. Je dis à tous les gens et à tous les entrepreneurs que vous êtes tout seuls. Si vous ne mettez pas en place des choses pour vous en sortir, personne ne viendra le faire. Et ce n'est certainement pas le salariat ou travailler en tant que fonctionnaire qui va vous rendre riche. Parce que clairement, il faut qu'on devienne riche. Pas juste pour avoir de l'argent ou pour avoir une vie luxueuse, mais les défis que nous avons ici en Afrique sont tellement grands qu'on ne peut pas se permettre de ne juste pas avoir de l'argent. Et je dis aussi que tous les Africains devraient être entrepreneurs. Tous. Il y a tellement d'opportunités. Trop d'opportunités. Tellement de matière. Tellement de matière, tellement de choses à faire. C'est pour ça que je fais 10 000 choses. Parfois, quand je sors, je dis, mais ça, on peut faire quelque chose. Il y a tel problème là-bas, je peux faire ça. Et quand il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas l'idée pour lancer un business ou pour investir, moi, je tombe des nues parfois. Donc, c'est là qu'on va voir le vrai problème que les gens ont. C'est que ce n'est pas un problème d'idée, ce n'est pas un problème même d'argent, c'est juste une grosse peur qu'ils ont. Très bien. C'est ça. Donc, la grosse peur de se lancer. La peur de qu'est-ce qu'on dira si j'échoue. La peur de se dire et si je perds tout ce que j'ai. Et le premier conseil que moi je donne, d'espère, pour pouvoir réussir dans l'investissement, c'est de tuer cette peur-là. Très bien. C'est de changer son mindset. Et moi, c'est ce qui m'a aidé parce que je n'ai pas peur d'échouer. Et je n'ai même pas honte. Je n'ai pas peur ou honte de dire que j'ai échoué. Parce que je sais qu'en échouant, j'apprends. Donc, il faut pouvoir taire cette peur et puis ensuite, on verra les autres conseils. Très bien. Plusieurs magazines économiques identifient des secteurs d'activité dans lesquels il faut investir qui seraient rentables. C'est ça. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je voudrais connaître la vôtre. Moi, je dis en Afrique, tous les secteurs sont rentables. Pour moi, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui voit un problème et qui apporte une solution à ce problème-là et se fait de l'argent. On ne devient pas entrepreneur juste pour gagner de l'argent. On devient entrepreneur parce qu'on veut d'abord apporter de la valeur. Donc la question que les gens devraient se poser, c'est quelle est la valeur qu'ils veulent apporter? Je prends les transports. On vient à Abidjan aujourd'hui, on a 5 millions d'habitants pour 800 000 véhicules. Clairement, il y a un problème là. Comment les 4 millions se déplacent? Voilà un problème. Quelle est la solution que j'apporte? J'achète des véhicules et je fais des VTC, des véhicules de tourisme avec chauffeur. L'argent rentre. Maintenant, la gestion et tout, c'est autre chose. Donc, moi, je ne liste pas des secteurs. Et bon, peut-être que je vais en donner quelques-uns, mais je dis juste, il faut savoir avoir des yeux de problème. Aimer l'adversité, comme je le disais auparavant. Des yeux de problème. Des yeux de problème. D'accord. Moi, mes yeux sont tournés vers les problèmes, pas pour se plaindre des problèmes. Des yeux pour identifier les problèmes. Ça, voilà. Pour identifier les problèmes et y apporter une solution. Très bien. Et il y a tout à faire dans notre pays. Il y a tout à faire sur notre continent. Donc, tous les secteurs sont rentables. Je me déplaçais, on voit plein d'ordures partout. Oui. Ça, c'est un problème. Peut-être que gérer des ordures n'est pas un secteur que les magazines vont plébisciter. Vont identifier. Mais il y a quelque chose à faire là. C'est clair. Donc, il faut avoir juste des yeux pour identifier les problèmes et puis ensuite apporter des solutions. Maintenant, si on veut rentrer dans des secteurs, j'ai publié sur ma chaîne Investisseurs Africains une vidéo des 10 hommes les plus riches de Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas tous les citer là, mais j'ai plus regardé les secteurs dans lesquels ils ont investi. D'accord. Et le premier secteur, c'est l'agriculture.
Donc forcément, il faut qu'on arrive à se nourrir. Quand on imagine qu'on importe énormément de riz par an, qu'on importe du poisson, qu'on importe toutes ces denrées-là, alors qu'on peut cultiver du riz ici, il y a un problème. Vous n'êtes pas dans la culture de rente. Voilà, c'est ça. Pas dans la culture de rente. Mais c'est vraiment de la culture pour pouvoir assurer une certaine suffisance alimentaire. C'est très important. On ne peut pas faire de la culture de rente quand on sait que le plus gros de l'argent de la culture de rente reste en Europe ou reste dans les pays où on les exporte, alors qu'ici on a faim. On fait de la culture de rente et puis à côté de ça, il faut importer tout. C'est tout ce dont on a besoin comme ouvrier et tout. Donc c'est important du coup de se lancer dans ces secteurs-là. Et en même temps, on résout un problème. Donc il y a l'agriculture, il y a le négoce aussi. Moi je fais du négoce, je fais énormément, je pense qu'une partie de mon argent vient de là. Aujourd'hui, nos matières premières, on fait beaucoup de culture de rente. Mais qui les exporte ou qui vient les prendre? C'est encore d'autres personnes. Nos propres cultures. Donc, il faut que les Africains soient encore plus dedans. Dans le vivrier. Dans le vivrier et ensuite dans le négoce, dans la vente même des matières premières, du caoutchouc et tout ça. Ça, c'est un deuxième secteur. Et derrière, d'autres vont apporter des idées de transformation. Et c'est à là que j'allais venir. Très bien. Transformation. On apporte de la valeur quand on transforme. Moi, j'ai été sidéré d'apprendre que Dubaï est une des plus grandes plateformes où on vend de l'or. Pourtant, ils ont 0 gisement d'or. Et il y a plusieurs Africains qui se déplacent, qui vont à Dubaï pour acheter des bijoux en or. Alors que tout l'or se trouve ici. La Côte d'Ivoire est un producteur d'or. Donc, il faut commencer à mettre des usines de transformation ici. Pareil pour l'anarcade. Moi, je fais de l'import-export, de l'export plutôt d'anarcade. Et on se rend compte ici qu'on prend les coques d'anarcade et on les envoie tout de suite en Inde et tout ça. Alors qu'on peut faire des choses avec cette anarcade. On peut la décortiquer, utiliser le fruit à l'intérieur et puis gérer la coque aussi en faisant d'autres choses. Donc, la transformation est vitale. Et surtout, ça nous permet aussi de pouvoir apporter de la valeur, gagner de l'argent. Donc, ça aussi, c'est un autre secteur. Et puis, il y a tous les secteurs des services. Tous les secteurs de services. Une des choses qui m'a particulièrement touché quand je suis revenu vivre ici, c'est souvent la qualité des services. Quand on va dans des institutions, dans des restaurants, tout ça. Donc, on peut proposer des choses à ce niveau-là. Et ensuite, comme nous sommes dans une économie primaire et tertiaire, donc forcément tout ce qui est tertiaire, ça marche plutôt bien. Les Ivoiriens se plaignent. Oui. Certains se plaignent beaucoup du système qui est un peu compliqué pour les nationaux. C'est ça. Je veux dire, celui d'ici qui veut créer son entreprise, qui veut développer, et on dit qu'il a beaucoup plus de blocages que l'expatrié, que l'étranger qui arrive, le Libanais, le Mauritanien. On ne se met personne à dos. Non, forcément. Non, pas du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous en savez? Moi, je suis dans le business, je vois, et c'est ce que je dis. On répond à un réseau par un autre réseau. Moi, quand je suis revenu et quand je faisais le business, j'ai compris l'importance du réseau. Il y a des gens qui ont peut-être des privilèges, mais qui ont pris des années à construire ces privilèges. Donc moi, je viens, je me dis comment je peux me créer des réseaux. Donc je prends 6 mois à me créer un réseau. Je vois des amis, des anciens amis, et en revoyant tout ça, je me dis, il y a des gens qui sont devenus directeurs de banque aujourd'hui, qui ont de bonnes assises. Donc voilà, forcément avec eux, on s'est dit, on peut facilement faire les affaires. Ne nous leurrons pas, le réseau est important partout. En France, les gens utilisent le réseau. À Dubaï, encore plus. Aux États-Unis, pareil. Donc, c'est vrai. Et comme je le dis, c'est au gouvernement de créer un peu l'atmosphère propice à l'entrepreneuriat. On ne peut pas tout attendre du gouvernement. Ils ont beaucoup à faire. Pas que j'ai les dédouane, mais je me dis que je ne veux pas remettre mon avenir à quelqu'un. Sinon, je reste là et j'attends. Donc c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir aller contre ce genre de réseau et de ce genre de pensée, c'était d'en créer un autre. Et aujourd'hui, mes affaires se portent plutôt bien parce que j'ai mis un autre horizon. Mais c'est clair que pour des entrepreneurs qui se lancent maintenant, j'ai envie de dire, faites avec ce que vous avez. N'attendez pas qu'il y ait un environnement propice. Faites avec ce que vous avez. Pas besoin du gouvernement pour aller vendre au marché tes fruits. Le gouvernement ne viendra rien faire. Pas besoin du gouvernement pour se lancer dans l'immobilier. On peut faire avec ce qu'on a. Moi, je suis une preuve. J'attends pas le gouvernement. Et ça marche plutôt bien. Et Jean-Yves Bragbo est l'exemple palpable du fait que l'on peut partir de zéro pour devenir un héros. C'est un adage que Jean applique et beaucoup. Je dis lapide parce qu'on n'y croit pas du tout. Ceux qui disent que j'avais une plume aujourd'hui j'avais foulaillé. Mais en réalité, c'est des figures de style pour dire que on est parti de quelque part. Il faut bien pouvoir débuter par quelque chose. Et on retient surtout ne pas attendre le gouvernement qui fera pas grand chose pour vous. Pas que le gouvernement, ne rien attendre de personne. De personne. Moi, ça, c'est. On va penser que vous êtes hautain en le disant, mais non. C'est que vous apprenez à compter sur vous-même. Très bien. Et quand vous comptez sur vous-même, et ça, c'est une phrase que ma mère m'a dite quand j'avais 9 ans, vous faites tout pour vous en sortir. Parce que l'aide ne viendra de personne. Donc, vous bataillez. Vous avez la niaque de vous en sortir. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'être où je suis aujourd'hui. Je n'attends personne.
Pas parce que je pense tout savoir ou pas parce que je ne suis pas humble, mais parce qu'il n'y a que moi qui peux me sortir de la merde. Désolé du terme, mais c'est ça, de la merde dans laquelle je me trouve. Donc si chacun commence à penser ça, je pense qu'on ira vraiment loin. Très bien. 37 ans et 22 milliards. Oh oui, je sais, les gens vont dire, ah mais c'est comment c'est ça? Comment on gère tout ça? Il faut comprendre que voilà, je ne me promène pas avec les 22 milliards dans ma poche, forcément. Oui, certainement. Donc, il y a beaucoup, il y a pas mal qui se trouvent sur du papier, donc c'est de la valorisation d'entreprise. Très bien. Aujourd'hui, il faut dire que j'en gère quand même une dizaine. Donc on ne va pas peut-être toutes les citer, mais de livraison à Dubaï, au Kenya, en France également, les immeubles de rapport et tout, donc c'est quand même beaucoup. Et comme j'investis avec d'autres personnes de la diaspora, aujourd'hui on a un investissement de 3 millions d'euros. Donc 3 millions d'euros dans les VTC, dans l'hôtel et tout, et ça ne fait que grandir. Donc c'est forcément des entreprises qui ont de la valorisation. Très bien. Comment on gère tout ça? Mais on dort peu. On dort peu. On dort peu, c'est une réalité. L'entrepreneuriat vient aussi avec des inconvénients, ou je dirais plutôt des sacrifices. Très bien. On gère tout ça avec beaucoup de sacrifices. Du coup, on voit moins sa famille, mais on met en place des systèmes pour que ça puisse marcher. Très bien. Donc aujourd'hui, moi, quand je lance un business, contrairement à d'autres entrepreneurs, l'objectif n'est pas d'être omniprésent. Je lance le business pour qu'il puisse marcher même quand je ne suis pas là. Très bien. Donc, et la deuxième solution que je trouve, c'est de m'associer. Moi, je crois beaucoup à l'association. C'est important d'avoir des associés avec qui travailler. Pendant que je suis en Côte d'Ivoire, en train de parler avec toi, j'ai un associé qui est à Dubaï, qui gère l'entreprise à Dubaï. J'ai un autre qui est au Kenya, qui gère aussi au Kenya. J'ai une agence immobilière qui gère tous les appartements en France. Donc, sans associés, sans personne, on ne peut pas aller loin. Moi, je veux que les entrepreneurs sortent de cette idée que c'est eux qui savent tout, c'est eux qui peuvent faire tout seuls. On a besoin des autres aussi pour avancer. Donc, c'est beaucoup d'associés, c'est d'accepter de travailler avec d'autres personnes. Et puis, il y a de l'organisation et de la discipline également. Très bien. C'est toujours important. D'accord. Où en est cette édition, donc, je veux dire, cet événement du génie africain? Où est-ce que vous en êtes? On peut en parler. C'est une sorte de finalité de tout ce que je fais. Très bien. Pouvoir aussi, parce que c'est simple de venir dire aux gens, oui, entreprenez, et puis on dit, bon, quand on n'a pas d'argent, on fait comment? Donc, comme le financement est l'une des premières raisons données par la plupart des entrepreneurs qui les freinent à se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dit, je prends ça. Très bien. Donc, je lance un concours, très bientôt, le 1er juin d'ailleurs, où je donne l'opportunité à tous les porteurs de projets, spécialement en Côte d'Ivoire, qui ont besoin de financement, d'accompagnement pour faire grandir leur projet. Donc aujourd'hui, c'est 20 millions de francs CFA sur la table pour accompagner 3 projets. Donc forcément, ça passera par une sélection. Pour toutes les informations, il faut partir sur la chaîne YouTube L'Investisseur Africain, on trouvera la vidéo là-bas. Donc l'objectif vraiment, c'est tout jeune, ou toute personne, on est jeune de 7 à 77 ans. Donc quand j'ai dit jeune, c'est voilà, cette tranche d'âge. Tout jeune peut venir, peu importe son projet, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans l'événementiel, dans tous les secteurs, peut venir postuler à ce concours-là pour pouvoir avoir un financement et surtout un accompagnement. Parce que quand des gens se lancent, ils ne savent pas trop la comptabilité, comment ça passe, comment ça marche, la fiscalité. Aujourd'hui, comme je gère déjà plusieurs entreprises, j'ai déjà tout ce système qui est en place. Encore une fois, système. Donc, ils pourront bénéficier de ce système-là. Jean-Yves, merci de nous avoir renseigné. Eric Merci d'être venu ici. C'est fait un plaisir pour moi. Ça paraît toujours court, pourtant on parle. Ça paraît court, ça paraît court. On aurait pu faire 2 heures, on a beaucoup à apprendre, on a beaucoup à apprendre, à faire apprendre aux autres. Exactement. Et puis, on les encourage à participer, bien sûr, à ce concours. Donc, comment s'inscrire, il faut le rappeler. Toutes les informations se trouvent sur la page YouTube. Donc, vous allez sur YouTube ou sur Facebook, l'investisseur africain. Très bien. Donc, il y a une vidéo qui va vous présenter tout ça. Comment ça va se passer, les détails et comment surtout postuler. Vraiment, vous venez postuler. Je rappelle que c'est 20 millions de francs CFA sur la table, mais ce n'est qu'un début. Parce que moi, je suis business angel aussi, donc de l'argent à investir. Si on se rend compte que le projet est porteur, il est intéressant, il est innovant, on va investir plus d'argent pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir aussi entreprendre. On parle de 22 milliards, mais rassurez-vous, ce n'est que le début certainement. Exactement. Voilà, donc on va s'accrocher. Sky is the limit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Eric. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Restez avec nous sur Live Radio, la radio comme tu l'entends. À très bientôt, bye bye.